C'est un bonjour fraternel à toutes les Rwandaises et à tous les Rwandais de par le monde. Je vous remercie, à vous toutes et à vous tous, de suivre ce débat. L'histoire des peuples partout dans le monde a toujours des faits marquants, des faits repères, des faits indélébiles qui jalonnent la mémoire collective de génération en génération. Du 25 septembre 1961 au 25 septembre 2020, 59 ans viennent de s'écouler après le référendum Kamarampaka qui a validé les décisions prises après la révolution populaire de 1959 d'abolir la monarchie et de proclamer la République rwandaise. Une république acquise dans la douleur et la souffrance et ponctuée depuis sa création d'événements pénibles, douloureux et éprouvants pour la population rwandaise. En effet, la classe politique évincée n'a pas accepté ce verdict et a cherché par tous les moyens à reprendre le pouvoir perdu
en organisant des attaques sporadiques contre le Rwanda. Par la suite, la discorde s'est installée entre les leaders politiques qui avaient conduit le pays à la démocratie et à l'indépendance. Discorde qui a abouti au coup d'État de 1973 avec son lot de souffrance avant, pendant et après lui. Le paroxysme de la violence est arrivé en 1990 avec l'attaque d'IFPR et la guerre qui s'en suivit. Cette guerre de triste mémoire a abouti au génocide de Tutsis et au massacre sans nom d'une grande partie de la population trouvée sur place ou dans les camps de réfugiés à la République démocratique du Congo. D'aucuns associent la République au conflit sans fin qui reviennent de façon cyclique dans notre pays, dont notamment les massacres interethniques et les querelles régionales. Était-ce nécessaire de lutter pour la République pour en arriver où nous en sommes maintenant? Cette question lance le débat de ce jour que nous aimerions articuler autour de 4 questions. La première question, dans quel contexte le référendum a été-il organisé? Deuxième question, comment a été accueilli le verdict du référendum Kamarampaka? Quatrième question, quel est le lien de cause à effet entre le référendum Kamarampaka et la situation politique actuelle au Rwanda? Et la dernière question, que faire pour mener tous les Rwandais à faire une lecture consensuelle de leur histoire? Pour ce faire, nous avons invité M. Edison Ndaïsaba et M. Célestin Kabanda qui vont nous parler autour de ces questions. Je passe la parole à M. Ndaïsaba Edison. Merci, M. Charles Bakunda Koïta. Je vais faire un bref exposé sur le contexte de la mise en place du référendum Kamarampaka par les Nations Unies au Rwanda. Et en Kinyarwanda, le mot Kamarampaka signifie qui tranche les différends, un arbitre ou un juge. Dans le contexte rwandais, Kamarampaka rappelle le référendum organisé par la Commission des Nations Unies pour le Rwanda, Burundi, en même temps que les élections législatives, le 25 septembre 1961, sous la supervision de la Commission des Nations Unies pour le Rwanda, Burundi. Ces élections législatives et le référendum ont été organisées en faisant suite aux pétitions de l'UNAR et de l'UPRONA qui n'étaient pas contents des résultats des élections communales qui avaient été organisées en 1960 au Rwanda, c'était entre juin et juillet. Et elles ont été organisées au Rwanda une semaine après le Burundi. Aussi, après la mise en place des gouvernements provisoires dirigés par Grégoire Kayibanda au Rwanda et Chimbaye Joseph au Burundi, les partis perdants n'ont pas été contents du résultat des élections. Ainsi, au Rwanda, la Commission des Nations Unies pour le Rwanda-Burundi a été obligée de faire un autre programme des élections pour répondre à cette pétition de l'INAR au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. En effet, au cours de la révolution sociale de novembre 1959, le pouvoir monarchique a été mis à l'épreuve. L'administration des chefferies traditionnelles fut partagée par les principaux partis politiques aux grandes dames de l'INAR qui en avaient le monopole. Au lieu d'adopter le réalisme politique face à la nouvelle donne, l'INAR multiplia des actes de provocation contre la puissance tutélaire et contre les partis MDR Parmehutu et Aprosoma. Au cours de l'année 1960,
les pétitionnaires de l'UNAR demandaient à l'ONU de lever immédiatement la tutelle sur le Rwanda, afin de permettre aux chefs et aux sous-chefs qui avaient été chassés par la révolution d'occuper leurs postes avant l'indépendance, comme préalable à l'indépendance. C'est dans ce contexte que furent organisées les élections communales de juillet 60, et qui étaient largement boycottées par l'UNAR, et c'était une politique de la chaise vide qui laissait un champ libre aux partis politiques par Meutu et Aprosoma. Et ces partis, suite à ce boycott de l'UNAR, ces partis ont raflé la majorité des conseils communaux. Pendant ce temps, l'UNAR continuait d'espérer le retour triomphal des anciens chefs et sous-chefs pour remplacer les bourgmestres élus. Aux yeux de l'UNAR, la participation aux élections communales revenait à reconnaître le régime institué par le décret intérimaire. Il était convaincu que les élections, s'ils avaient lieu, seraient annulées par l'ONU grâce au soutien des blocs socialistes et afro-asiatiques aux Nations Unies, et c'était un mauvais calcul politique de sa part. Après ces élections communales, l'ordonnance législative du 18 octobre 1960 créa un conseil provisoire de 41 membres et un gouvernement provisoire. Et par l'ordonnance législative du 20 octobre 1960, Grégoire Kayibanda fut nommé chef du gouvernement provisoire. Juridiquement parlant, ce gouvernement était un gouvernement du roi, mais Moussiro Moami, en quittant le Rwanda en juin 1960 pour la fête de l'indépendance du Congo, n'était pas revenu au Rwanda. Et puisque le gouvernement et le conseil provisoire étaient composés sur la base des résultats des élections communales, ils ne comprenaient aucun membre de l'UNAR, ce qui était un manque d'équité de la part des organisateurs. Aussi, au sein du gouvernement, chaque département avait un ministre et un secrétaire d'État, un Rwandais ou un Belge, et alternativement. Le RADER obtint des portefeuilles. Ainsi, par des télégrammes envoyés par l'ONU et au roi des Belges, le Moami Kigeli Jean-Baptiste Ndahindurwa protesta énergiquement contre l'installation du gouvernement provisoire qui, pour lui, était basé sur les élections communales truquées et organisées sur base de la terre et de l'occupation militaire. La date des élections législatives fut aussi l'objet de divergences de vie de la part des protagonistes. L'UNAR et le RADER demandaient qu'elle n'ait pas lieu le 15 janvier 1961, comme prévu, tandis que le Parti Meutu, l'Aprosoma et le gouvernement provisoire appuyèrent la date du 15 janvier 1961, qu'ils considéraient même comme une date limite dans le cadre du timing d'accession à l'indépendance. Face à cette divergence de vue sur le calendrier électoral et sur base du rapport de la mission de visite du Conseil de tutelle de l'ONU au Rwanda, l'Assemblée générale de l'ONU adopta le 20 décembre 1960 sa résolution 1579 sur l'avenir du Rwanda au Burundi. L'Assemblée générale recommanda qu'une conférence où seront pleinement représentés les partis politiques et à laquelle assisteraient les observateurs de l'ONU se tiendrait au début de 1961, avant les élections législatives, pour concilier les divergences de points de vue qui existaient entre les partis et en même temps pour réaliser l'harmonie nationale. Excusez-moi. Afin de se conformer à la résolution 1579,
la Belgique organisa sous le patronage de l'ONU un colloque à Ostende du 7 au 12 janvier 1961 et ce colloque réunissait les représentants de tous les partis politiques du Rwanda et du Burundi. Au terme de ce colloque, il fut décidé, passant outre l'opposition du gouvernement provisoire du Rwanda et des partis Parmehutu et Aprosoma, que les élections législatives seraient remises à plus tard dans le courant de l'année 1961. C'est dans ce contexte qu'eut lieu le congrès de Gitarama. En effet, l'échec du colloque de Stand rendait impossible l'organisation des élections législatives. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, le gouvernement du Rwanda convoqua un congrès des élus du peuple le 28 janvier 1961 à Gitarama. Au cours de ce congrès, des décisions importantes dans l'histoire du Rwanda furent prises, dont l'abolition de la monarchie et du tambour emblème Kalinga, l'élection d'un président de la République à la personne de M. Dominique Mbonyumutwa, la mise en place d'une Cour suprême et d'une assemblée législative et d'autres mesures importantes. Face aux protestations de l'UNAR au lendemain de ce congrès, l'Assemblée générale des Nations unies adopta, lors de sa séance du 21 avril 1961, la résolution sur la question de l'avenir du Rwanda-Urundi, par laquelle elle décida que le référendum sur la question du Mwami et les élections législatives au Rwanda et au Burundi devaient avoir lieu au mois d'août 1961 et décider en outre quelles questions seront posées lors du référendum sur le Mwami au Rwanda, qui était la suivante. La première question: désirez-vous conserver l'institution du Mwami au Rwanda? La deuxième question: dans l'affirmative, désirez-vous que Kigeli V Ndahindurwa reste le Mwami du Rwanda? Les élections législatives, ces élections ont été organisées le 18 septembre 1961 au Burundi et une semaine après au Rwanda. Au Burundi, elles confirmèrent la prépondérance politique de l'IPRONA, tandis que le 25 septembre 1961, elles produisirent un effet inverse sur l'INAR et confirmèrent aussi la victoire du Parmehutu aux élections législatives, ainsi que les résolutions du congrès de Gitarama en faveur de la République. L'ONU n'avait pas d'autre choix que de reconnaître la République du Rwanda et la volonté du peuple. Ainsi, le 28 octobre 1961, Grégoire Kayibanda fut élu président de la République par l'Assemblée législative. Aussi, après ce référendum, le triomphalisme du Parmehutu rivalisa l'amertume de l'UNAR. Des centaines de milliers de personnes, et à majorité partisans de l'UNAR, quittèrent le Rwanda pour rejoindre les réfugiés partis en 1959. Le 1er juillet 1962, le Rwanda accéda à l'indépendance. Le mécontentement et la déception de l'UNAR le poussèrent à contester les résultats de ces élections alors qu'elles avaient été organisées sous la supervision des Nations Unies. À partir des pays voisins, la branche armée de l'UNAR, qui se prénommait Ingangororugo Ziyemeje Kuba Ingenzi ou Inyenzi, fit des incursions sur le territoire du Rwanda et attaqua la jeune République dans les jours qui ont suivi l'indépendance. Ces attaques des Inyenzi compromettaient chaque fois l'unité nationale, en même temps qu'elles provoquaient des massacres interethniques ainsi que le départ en exil des milliers de civils innocents. Elles ne cessèrent qu'après le renversement des monarchies au Rwanda, plutôt au Burundi et en Ouganda, car Mwami Mwambutsa a été renversé en même temps que le Kabaka du Buganda. La conclusion sur le référendum
c'est que ce référendum du 25 septembre 61 a été la légitimation politique de la République du Rwanda et le fondement juridique du régime actuel au Rwanda. La deuxième conclusion, c'est que ce référendum n'a plus, c'est le deuxième constat, ce référendum n'a plus été fêté depuis 1973, malgré son importance symbolique au niveau interne et international. Le troisième constat, c'est la capacité de nos peuples à se prendre en charge en dehors de l'ingérence extérieure. Et comme nous venons de remarquer, ces élections ont été organisées par les Nations Unies. Ce n'était pas la première et la dernière intervention des Nations Unies dans le conflit rwandais. Et c'est pourquoi le référendum du 25 septembre 61 met en doute la capacité de nos pays à se prendre en charge en évitant l'ingérence des puissances extérieures. Car après le référendum, l'ONU a dit intervenir à plusieurs reprises dans le conflit rwandais et la dernière de ces interventions est la tristement célèbre mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, dont nous savons tous comment elle s'est terminée. Au vu du contexte actuel au Rwanda et dans la région de Grand Lac, on peut affirmer sans se tromper que cette intervention n'est pas la dernière. Mais nous osons espérer que cette fois-ci, elle sera la dernière. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Bakundakwita. Bonjour, Monsieur Edison Ndaïsava. Et sincère et chaleureuse salutations à tous les Rwandais de la diaspora ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Je remercie les organisateurs de ce débat-échange sur le référendum. Comme ça a été évoqué par Bakundakwita qui a introduit la conférence, je vais vous parler de deux points qui sont le lien de cause à effet entre le référendum et la situation actuelle. Et après, on verra les causes et les conséquences ainsi que les enseignements que nous pouvons tirer de cette situation. Si je commence par le lien de cause à effet entre le référendum et la situation actuelle, pour que cela soit bien compris, je vais commencer par décrire d'une façon rapide la situation actuelle que vit le Rwanda. En résumé, je dirais que le Rwanda vit sous le régime du FPR, régime qui est caractérisé d'une façon générale par une mauvaise gouvernance, axée sur la violation des droits de la personne humaine, la fermeture de l'espace politique et une démocratie de façade. Pour que l'on puisse se comprendre, je vais expliquer pourquoi je dis que la gouvernance n'est pas du tout bonne. La gouvernance qui caractérise la situation actuelle au Rwanda a les points saillants, notamment la population qui est rarement associée au processus de prise de décision. Que ce soit les décisions qui concernent les cultures à produire, les modalités de récolte et de vente, ça ce sont les aspects économiques, les décisions qui concernent par exemple les expropriations, sans motif ou avec motif d'utilité publique, la réorganisation territoriale, etc. Donc, la population est rarement associée au processus de la prise de décision. Le deuxième caractéristique de ce régime
et qui marque la situation actuelle, c'est que les Rwandais actuellement vivent dans la peur. La peur d'émettre une opinion contraire à celle du pouvoir. Il y a les délits d'opinion qui pratiquement n'existent que dans très peu de pays. Il y a la peur d'être enlevé. Vous suivez les médias d'actualité avec les personnes qui sont kidnappées. Il y a la peur d'être emprisonné à des lieux secrets ou de mourir en prison. Il y a la peur d'être déporté. Donc, d'une façon générale, il y a beaucoup de Rwandais qui vivent dans la peur. L'autre caractéristique de la situation actuelle, c'est que les intérêts des dignitaires du régime sont placés devant les intérêts du peuple. Exproprier, par exemple, les pauvres pour donner les parcelles ou les pâturages aux riches. Imposer d'une façon exorbitante les commerçants non inféodés au régime pour les faire tomber en faillite et laisser la place aux sociétés du FPR. L'autre caractéristique, c'est la corruption, du sommet de l'État jusqu'aux échelons les plus bas. Vous connaissez les arrestations qui, heureusement, sont en cours suite à ce que certaines personnes ont détourné les fonds publics, mais aussi cet aspect de corruption est à la base d'une richesse indécente de certains dignitaires du pays, alors que la grande partie de la population croupit dans la misère. Il y a aussi l'interdiction d'exercer au Rwanda pour les associations et organisations non gouvernementales non inféodées au FPR. L'État, actuellement, est omniprésent dans le milieu rural, de sorte que je peux qualifier le régime actuel de régime policier. Donc, la bonne gouvernance qui est médiatisée, qui est chantée à travers les médias internationaux, est une bonne gouvernance de façade. L'autre caractéristique concerne les manquements au niveau de l'état de droit. Là, je peux dire que la loi du plus fort régit le pays, au lieu d'avoir un pays qui est régi par la force de la loi. À ce niveau, la séparation des trois pouvoirs est consacrée dans les textes, mais pas dans les faits. Le contrôle de l'action gouvernementale est biaisé par un parlement quasi monolithique. Les libertés individuelles sont fortement réduites par l'État policier. Le droit de vie ou de mort, la peine de mort a été abolie dans la loi, mais la mise à mort des personnes est décidée par les faucons du régime en toute impunité. Assassinats, par exemple, qui sont orchestrés à l'intérieur des prisons, assassinat des opposants politiques orchestrés à l'extérieur du pays, ou assassinat des personnes qui commettent les petites erreurs, par exemple, ne pas respecter les consignes concernant le Covid et qui sont sanctionnés par parfois les tirs des policiers qui provoquent les morts qui n'étaient pas nécessaires. Le droit à la propriété qui n'est pas du tout respecté. Et là, on remarque la destruction des maisons, par exemple, sans que les personnes qui sont délogées ne trouvent des moyens ou des logements au préalable. Il y a aussi le pluralisme politique qui n'est plus au Rwanda parce que l'espace politique est fermé et verrouillé. Il n'y a pas pratiquement de partis d'opposition. Seul le FPR et ses partis satellites peuvent fonctionner en bonne et due forme. La dernière caractéristique que je voudrais évoquer concerne la culture de la démocratie, qui est là aussi une démocratie de façade. Le principe de gouvernement du peuple par le peuple n'est pas du tout respecté. Le moyen électoral qui est consacré dans les textes ne permet pas au peuple de conférer le pouvoir au gouvernement. Personne, par exemple, ne peut être candidat s'il n'est pas proposé et ou autorisé par le FPR. Les membres du Parlement sont désignés à partir des listes présentées par les formations politiques inféodées au FPR. Si vous ne faites pas partie de ces listes, vous n'êtes pas candidat. Par le FPR aussi, à travers les associations et les organisations qu'il contrôle, notamment les représentants
des jeunes, des représentants des femmes et des handicapés. Le président du FPR a été élu. Il est consacré quasiment, je dirais, comme président de la République avec un score dernier de 98% à partir du 5 août 2017. Il pourra exercer jusqu'à ce que le parti au pouvoir le décide autrement. Là, c'était la description de la situation actuelle pour que tout le monde ait une vision, une vue plus ou moins commune. Alors, on m'a demandé de montrer le lien de cette situation que je viens de décrire avec le référendum, le lien de cause à effet. Là, concernant le référendum, je voudrais rappeler, dès que ça a été dit par les intervenants qui m'ont précédé, que le roi et la monarchie, qui étaient soutenus par les dignitaires qui étaient au pouvoir avant les années 60, ont été rejetés par le peuple. 80% des Rwandais ont décidé la suppression de la monarchie et 80% ont rejeté le roi Kigeli. Là, c'était les résultats du référendum. Les Rwandais, à ce moment, se sont exprimés et ont aboli la féodalité une fois pour toutes. Les Rwandais, à partir de cette consultation populaire supervisée par les Nations Unies, ont instauré un pouvoir exercé par les personnes élues par le peuple et en son nom. Par exemple, à ce moment, avec le pouvoir qui a été mis en place, il y avait les ministres qui étaient choisis parmi les élus. Pour être ministre, il fallait être élu au niveau de son secteur, de sa commune, de sa préfecture, aller au Parlement, et c'est là où le chef de l'État choisissait les ministres. Donc, ils étaient dans le pouvoir exécutif, mais ils représentaient la population ou les citoyens de leur région d'origine. Le pays était géré sur la base des lois et non sur la base du code ésotérique, notamment sur la base d'Okalinga qui était aboli. L'instauration de la démocratie et d'un état de droit a pris le jour. L'autre chose que je voudrais souligner, les dignitaires Tutsis n'ont jamais accepté les résultats du référendum. Donc, il y a le référendum qui a supprimé les privilèges et les dignitaires qui jouissaient de ces privilèges n'ont pas accepté les résultats de ce référendum. Ils l'avaient demandé, ils l'avaient accepté. Le référendum s'était déroulé sous la supervision de l'ONU, mais comme ils avaient perdu, ils ont rejeté, ils n'ont pas accepté le verdict du peuple. Les dignitaires ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Ils voulaient continuer à exploiter la masse paysanne qui, sous la monarchie, était taillable et corvéable à merci. C'est pourquoi, comme ça a été dit en introduction, ils ont commencé à mener des guerres de déstabilisation de la jeune république, des guerres qu'ils ont perdues dans les années 60. Et leurs descendants et les vieux parmi ces dignitaires ont relancé la guerre en 1990 pour reconquérir ces privilèges. Regardons cette fois-ci l'aspect gestion de la démocratie et de l'état de droit sous les deux républiques. Parce que là aussi, nous allons y trouver les causes qui expliquent la situation que j'ai décrite, qui caractérise la gouvernance actuelle du Rwanda. Après l'indépendance, la démocratie a vu le jour, comme je viens de le dire. Le peuple choisissait ses dirigeants. Le droit à la propriété était consacré. Les partis qui avaient lutté pour l'indépendance et la démocratie ont toutefois laissé petit à petit l'espace politique au parti MDR. Quelques années après, bien qu'on avait plusieurs partis politiques dans les années 61, 62, 63, vers les années 66, 67, l'espace politique était devenu un monopole du parti MDR. Les conflits et le régionalisme ont vu le jour. Là, vous vous rappelez le rapport des parlementaires
qui devait statuer sur la gestion et le partage des propriétés. Et là, avec le rapport des parlementaires, il y a eu des conflits qui ont vu le jour. Certains parlementaires qui ne respectaient pas la ligne du parti MDR bataillent au Murongo, perdre, je dirais, la ligne de conduite ou perdre, aller en dehors du trajectoire qui est fixée par le parti qui était le parti le plus fort. Jusqu'au début des années 70, le régionalisme commençait à avoir le jour et à se confirmer. Et ça a été avec les problèmes qui étaient en cours au Burundi et qui se sont déplacés au Rwanda. Ça a été l'une des causes du coup d'État de 1973 qui a été suivi par la fermeture de l'espace politique et la mise en place d'un parti État, le MRND. Là, je vais arrêter très rapidement parce que c'était un effet qui a marqué la gestion, je dirais, de la démocratie et de l'État de droit après l'indépendance. Le MRND, consacré comme parti État, a sauvegardé certains droits, le droit à la propriété par exemple. Chacun était libre d'aller et venir et de faire ses activités, je dirais, économiques. Toutefois, la démocratie était devenue la démocratie responsable parce que le parti État contrôlait tout ce qui se faisait sur le plan politique. Avec les années 90, le Rwanda a connu la guerre et une gestion chaotique du multipartisme qui venait de s'ouvrir au Rwanda. Et là, l'état de droit en a pris les coups pendant les années 91, 92, 93 et la catastrophe qui est survenue en 94. Pour l'année 1994, c'est là, à partir de l'attentat de l'avion du président Habyarimana, où il y a eu la généralisation, je dirais, des massacres dans le pays, avec les extrémistes qui chassaient les Tutsis et le FPR qui massacrait les Hutus partout où il passait. Jusqu'à la prise du pouvoir par le FPR en juillet 1994, le constat que je peux faire, c'est que le Rwanda n'était pas parvenu à installer une démocratie politique basée sur l'option du gouvernement du peuple par le peuple, caractérisée par une gouvernance basée sur des propositions faites par des formations politiques variées. Donc, il y avait certains droits, notamment le droit à la propriété, il y avait le droit d'élire ses dirigeants au niveau des secteurs des communes, mais parfois, les votes ou les élections étaient, je dirais, téléguidées par le pouvoir. Vous vous rappelez des élections au Parlement avec le choix de M. Nagueroura, qui n'arrivait même pas à se donner une voix alors qu'il était candidat. Là, c'est peut-être focaliser un aspect, mais d'une façon générale, la démocratie était rare, mais la démocratie n'était pas consolidée, l'état de droit n'était pas consolidé, et malgré qu'on a eu les deux républiques, le FPR a conquis le pouvoir sans que la démocratie ne soit consolidée au Rwanda. Alors, je vais parler de ce que l'on peut faire pour amener tous les Rwandais à faire une lecture consensuelle de leur histoire. Nous avons vu qu'avec le référendum, il y a ceux qui avaient chassé la féodalité, qui étaient contents des résultats, qui avaient commencé à bâtir un état de droit qui respecte le droit à la propriété, la liberté d'aller et venir, le choix de se diriger par le peuple, etc. Mais il y en avait aussi des dignités qui étaient, je dirais, dépouillés de leurs privilèges et qui n'ont jamais accepté le résultat de ce référendum. Alors, que l'on fasse partie de ceux qui avaient chassé les dignitaires, la féodalité et la monarchie, ou de l'autre côté, de ceux qui avaient perdu les privilèges, la tendance actuellement est de constater qu'il y a une lecture différente de l'histoire du Rwanda, une lecture non consensuelle. Alors, on m'a demandé de développer une réflexion sur les actions qui peuvent être faites pour qu'il y ait une lecture consensuelle de notre histoire. Là, j'ai choisi certaines actions
que je juge importante et qui nous permettrait de promouvoir cette lecture consensuelle de notre histoire. La première action serait de lutter contre la peur, bannir la peur de dire la vérité. Un Rwandais devrait dire la vérité sur son histoire, avoir le courage de dire que tel événement survenu dans le passé était néfaste parce que, par exemple, le fait d'être taillable et corvéable à merci, qui a caractérisé le régime monarchique, c'était une mauvaise action. Dire par exemple que les tueries, les massacres au Rwanda n'ont pas commencé dans les années 59, comme c'est prêché actuellement. Alors que tout le monde se souvient du coup d'État de Rutshonshu avec les massacres qui ont eu lieu. Et là, les leaders qui ont permis la démocratie et la République au Rwanda n'étaient pas à Rutshonshu et malgré tout, il y avait les massacres. Donc les massacres étaient bien au Rwanda bien avant les années 59. Mais si on a la peur de le dire et d'aller chercher les racines du mal depuis les années antérieures, on ne va pas avoir une lecture consensuelle. L'autre chose, c'est d'encourager la dénonciation des contraintes exercées aux personnes physiques pour qu'elles acceptent la propagande orchestrée par le pouvoir et basée sur une fausse histoire. Là, si je peux dire en Kinyarwanda, c'est avoir le courage de lutter contre le mensonge, kurwanya ikinyoma. L'un des mensonges, par exemple, qui caractérisait le passé et l'histoire du Rwanda, c'est de faire comprendre au peuple que Teranfa deviendra le roi ou qu'il est né roi parce qu'il est né avec des semences ou des graines dans sa main. C'était un mensonge pur et simple, mais les Rwandais d'alors n'étaient pas à même de contester. Ils avaient la peur de le dire parce que le roi disposait du droit de vie et de mort sur tous ses péchés. L'autre action concerne le recensement et la publication des livres sur l'histoire du Rwanda et les communiquer au public pour qu'ils puissent les lire, intéresser les gens à les lire, pour qu'ils comprennent concrètement la vraie histoire de leur pays. L'autre action qui serait importante pour aider les Rwandais à comprendre de la même façon leur histoire, ce serait l'organisation des séminaires sur les contre-vérités contenues dans ces publications. Il y a certaines publications qui ont été faites, mais qui reflètent une certaine propagande des dirigeants proches des personnes qui les ont publiées. Donc, le travail consisterait à identifier les contre-vérités contenues dans les publications, les contre-vérités basées sur la propagande ou une fausse histoire menée par ceux qui veulent garder les privilèges. Et une fois que ces contre-vérités seraient recensées et connues, les contre-vérités seraient communiquées au public et un appel serait fait pour que les Rwandais les combattent. L'autre action qui est utile serait de favoriser les échanges inter-rwandais sur l'histoire de leur pays, l'organisation de conférences, des séminaires, les échanges des articles qui parlent de l'histoire et surtout l'éducation des jeunes pour qu'ils comprennent mieux le passé du Rwanda, l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. La collecte des informations sur le Rwanda actuel devrait être suivie par un recoupage afin qu'il soit diffusé si ces informations sont avérées, correctes et vérifiées et vérifiables. L'autre chose serait de fustiger les méfaits du divisionnisme, les antagonismes vécus depuis des années, depuis la royauté, la Première République, et les antagonismes qui sont vécus actuellement au Rwanda sont à la base d'une certaine peur qui pousse les gens à ne pas dire la vérité concernant leur histoire, concernant leur vécu. Et ce divisionnisme qui sépare les Rwandais, qui crasse les uns dans le camp des plus forts,
les autres dans le camp des dominés, ces divisionnismes sont à la base d'une distorsion de l'histoire. Ils doivent donc être combattus. Et l'autre action que j'ai recensée, c'est éveiller les Rwandais, les sensibiliser pour qu'ils tirent des leçons de leur histoire. Là, ce sont les principales actions que j'ai identifiées qui, une fois mises en œuvre, nous permettraient d'avoir une lecture plus ou moins consensuelle. Mais ces actions ne vont pas suffire. Ces actions ne vont pas suffire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines pratiques qui sont institutionnalisées, qui sont en place et qui doivent être combattues, coûte que coûte, pour que la mise en œuvre de ces actions aboutisse à des résultats tangibles. Et là, ces pratiques qui doivent être combattues, je les ai caractérisées comme des techniques de manipulation de masse actuellement utilisées pour tordre le cou à l'histoire et pour empêcher, entraver la lecture consensuelle de notre histoire. La première technique de manipulation de masse concerne la culpabilisation du peuple. Donc, on devrait arrêter, déraciner, arrêter de culpabiliser le peuple. Faire comprendre, par exemple, aux gens et leurs proches qu'ils ont commis des crimes et qu'eux aussi, ils en sont coupables, alors qu'ils ne sont pas les vrais acteurs, les vrais auteurs de ces crimes. Qu'ils doivent partager la responsabilité d'avoir créé des malheurs aux autres membres de la société. Là, le fait de culpabiliser une partie de la communauté rwandaise ou de culpabiliser les individus qui n'ont pas commis les crimes, c'est les museler, les empêcher de comprendre et de participer à la lecture et à la bonne compréhension de leur histoire. L'autre chose, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont les seuls responsables des malheurs survenus au pays. Les individus se retrouvent alors dans le doute, finissent par culpabiliser et hésitent à se révolter. Et là, le pouvoir tire au fait l'avantage d'un peuple déprimé et culpabilisé, parce que ce peuple, une fois qu'il se voit ou qu'il se juge coupable, il est peu motivé par des actions revendicatrices. Il ne peut pas revendiquer, par exemple, des vérités concernant l'histoire. Il ne peut pas revendiquer ses droits. L'autre technique qui devrait être combattue, c'est le maintien du peuple dans l'ignorance. Et là, le principe étant que le moins on enseigne, le moins on est susceptible de se poser des questions et de remettre en cause l'ordre établi. Si le pouvoir veut dire que le génocide a commencé dans les années 59 et que ce n'était pas la lutte pour la liberté, pour les droits de l'homme, là, le peuple est maintenu dans l'ignorance. Parce que dans les années 59, ce n'était pas le début du génocide, c'était un mouvement social qui a conduit à l'indépendance et avec un référendum tel que ça a été dit, qui a été supervisé par les Nations Unies. Donc, lutter contre l'ignorance. Avec cette technique de maintenir le peuple dans l'ignorance, l'objectif est de faire en sorte que le peuple, notamment les classes dominées, soit incapable de comprendre les techniques, les technologies et les méthodes utilisées pour les maintenir sous contrôle, voire même les maintenir dans un esclavage qui n'a pas de nom. Le maintien de cette ignorance a pour but de créer un fossé qui isole les peuples et qui les met dans une catégorie de dominés, alors qu'il y a les dignitaires qui jouissent de tous les biens faits du pays et qui dominent les autres. Et là, ça va de pair avec l'encouragement de la médiocrité qui est axé à l'éducation. Là, je dirais qu'une fois que les gens ne sont pas bien formés, par exemple les écoles qui ne forment pas correctement tous les enfants qui sont mal formés auront difficile à comprendre, à juger, à interpréter leur histoire. Et là, au même moment, les enfants de dignitaires qui vont dans les écoles privées, qui bénéficient d'une très très bonne formation,
auront le droit de comprendre, de juger et d'aller même orienter le reste de la population. Là, si je fais une analyse rétrospective, je voudrais rappeler qu'au moment de la monarchie, on avait ce que l'on appelait Amashuri Indako, les enfants de dignitaires qui allaient apprendre et les autres qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école, parfois qui apprenaient derrière les classes parce qu'ils accompagnaient les enfants des dignitaires. Avec les deux républiques, par exemple, avec la politique de l'équilibre régional, on était arrivé à un moment où certaines communes, par exemple les deux Gisenyi, envoyaient plus de 100 élèves à l'école secondaire, au moment où certaines communes de Gitaraman avec 2 ou 3 enfants qui étaient admis à l'enseignement secondaire. Et là, c'était la culture de la médiocrité. Ça ne permettait pas à ces enfants qui n'accédaient pas à l'enseignement de comprendre plus tard l'histoire du pays ou d'aller exploiter les écrits pour qu'ils comprennent ce qui s'était passé dans le pays. Donc là aussi, c'est une technique qui devrait être combattue, qui malheureusement est toujours de cours dans certaines écoles du Rwanda. L'autre chose, c'est de parler aux gens comme on parle à des enfants. L'exemple que je peux donner, ce sont les discours du chef d'État qui s'adresse aux dirigeants du pays en utilisant un ton et un discours comme s'il s'adressait aux enfants. Ces dirigeants qui sont infantilisés finissent par réagir inconsciemment comme des enfants. L'exemple que je peux donner, malheureusement je peux la dire en Kinyarwanda, quand le chef de l'État dit aux ministres, aux députés, aux responsables de sa formation politique que aho bukera tuzabonana ntimuzananira nzabagira gutya na gutya. C'est un chef d'État qui s'adresse aux ministres, aux députés, ils sont là, ils écoutent. Au lieu de dire que la force de la loi va les ramener à la raison ou qu'ils seront sanctionnés, c'est lui-même en tant qu'individu, en tant que dirigeant qui dit ntimuzananira tuzabonana. Un petit garçon qui commet une faute, une erreur, tu peux le corriger, tu peux lui dire si tu recommences, tu vas me voir. Mais dire ça aux députés, aux parlementaires, aux ministres, c'est les infantiliser et ils finissent par se comporter comme des enfants. L'autre technique qui devrait être combattue pour que les gens aient le courage de lire d'une façon consensuelle l'histoire, c'est d'arrêter de jouer avec les émotions et de privilégier la raison. Actuellement, on fait appel aux émotions pour éviter l'intervention de la raison. Et donc, on étouffe le sens critique. Là, les pratiques qui sont chaque fois rappelées au mois d'avril, au mois de mai, je ne veux pas dire qu'on doit oublier le passé, je ne veux pas dire qu'on doit oublier son histoire, qu'on devrait oublier qu'on a connu le génocide, qu'il y a eu des massacres envers les communautés Hutus, qu'il y a eu des massacres des réfugiés au Congo, mais si on le fait d'une façon exagérée, avec les émotions démesurées, les personnes qui sont victimes, au lieu d'avoir une analyse critique, vont verser dans le sensationnel et vont arrêter de réfléchir, d'interpréter d'une façon correcte leur passé. Si on dit que les gens sont des criminels, que leurs descendants, que leurs proches sont aussi des criminels, ça s'est joué avec le sensationnel. Si on insiste trop, on va voir même les dirigeants qui vont demander le pardon pour les crimes qui ont été commis par leurs proches ou les gens de leur ethnie. Là, c'est l'effet des émotions. Une fois qu'ils sont renforcés, il y a des victimes qui sont là et qui n'ont commis aucun crime. L'autre chose, c'est de créer l'ambiance, un climat social qui est délétère, impressionnant, qui empêche aux gens de réfléchir. Et là, ça va de pair avec la création des problèmes pour offrir des solutions. Créer par exemple un problème pour susciter une réaction et inciter le peuple à demander la solution. Organiser par exemple l'instabilité,
organiser les assassinats pour dire que le pays est à la merci des rebelles ou des infiltrés qui viennent tuer les gens. Et là, on déploie la police partout, dans les bars, sur les collines, partout dans le pays, pour intimider, pour éradiquer les personnes qui ont des pensées contraires à ceux de ceux qui dirigent. Donc, une fois que les problèmes sont créés, pour que le peuple demande d'être protégé, ou limite les réflexions, les débats, une fois qu'ils sont contradictoires à la ligne tracée, ça aussi c'est une technique qui devrait être combattue pour ne pas empêcher une analyse logique du passé, de l'histoire du pays. Et là, j'ai parlé des techniques qui doivent être combattues, en plus des actions qui devaient être menées d'une façon concrète pour collecter les livres, organiser les séminaires, échanger les informations concernant la préhistoire du pays. Cette fois-ci, je vais voir les enseignements que nous pouvons tirer de ces problèmes qui sont liés d'une part au référendum qui a été organisé et qui a été rejeté par une partie des dignitaires, qui sont liés à la gestion qui a été faite par les deux républiques qui n'étaient pas parvenues à consolider la démocratie et l'état de droit, qui sont liés à la situation actuelle du régime FPR qui entrave toutes les libertés, qui viole tous les principes, y compris le droit à la propriété, parfois même le droit à la vie. Donc, la conclusion et les enseignements tirés, la première chose, c'est que les dignitaires de l'ancien régime monarchique n'ont jamais accepté, ça c'est un constat, ils n'ont jamais accepté les résultats du référendum. Après la victoire du FPR, l'élite dirigeante a rétabli et monopolisé les privilèges anciennement accaparés par la monarchie. Les grandes sociétés qui font le commerce sont affiliées au parti FPR. Et la classe dirigeante monopolise le pouvoir administratif. Même s'il y a les députés qui sont là, c'est la chambre d'enregistrement, les vraies décisions sont prises ailleurs. Le peuple ne jouit plus pleinement de ses droits, notamment le droit à la propriété. Quand vous voyez la démolition des maisons des personnes, sans que ces gens ne soient indemnisés au préalable, la confiscation des terrains, l'obligation de faire une monoculture dictée par ceux qui veulent avoir des récoltes ou des produits à vendre. Ça, c'est le droit à la propriété qui n'est plus respecté. Le droit d'aller et venir, regardez actuellement avec le prétexte de Covid, pour l'insécurité entre le Rwanda et l'Ouganda, qui débouche à ce que les enfants ou les gens ne peuvent plus voyager librement du Rwanda vers l'Ouganda. Ça, c'est ce droit d'aller et venir qui est là. Le couvre-feu qui est imposé à partir de 19h, c'est comme si on était dans un état de siège. J'admets qu'on doit combattre la propagation du Covid, voire même la prévenir, mais le Covid ne se déplace pas uniquement ou ne se contracte pas uniquement après 19h pour s'arrêter le jour à partir de 7h ou de 9h quand l'activité recommence. La liberté d'opinion n'est plus là. Les délits d'opinion sont légion. Une idée non conforme à la propagande enregistrée par le régime est taxée de révisionnisme, voire même d'idéologie du génocide. La liberté de s'associer n'est pas du tout respectée. L'espace politique est fermé et une association qui n'est pas alignée à la ligne tracée par le FPR, c'est une association qui est combattue, qui est dissoute, voire même interdite. Je dirais à la fin que le droit même à la vie est mis en cause. La peine de mort a été abolie. L'abolition de cette peine de mort est consacrée par la Constitution et les lois. Mais nous remarquons les assassinats même dans les endroits gérés par la police, dans les prisons ou dans les brigades, les enlèvements, les kidnappings, les disparitions forcées. Donc, en gros, je dirais que le constat est que l'état de droit, la démocratie, ne sont pas vraiment actuellement
parmi les caractéristiques du régime qui est en place au Rwanda. Alors, quels renseignements pouvons-nous tirer? Qu'est-ce que pouvons-nous faire pour que cette situation évolue dans le bon sens? La première chose qui permettrait une lecture consensuelle de l'histoire et une amélioration de la société rwandaise, c'est la mise en place des outils nécessaires à la démocratie, lutter contre la désinformation, des informations qui concernent l'histoire du pays, des informations qui concernent les faits, et des informations qui est orchestrée par le régime. Développer les moyens de communication, développer l'information sur le Rwanda et s'assurer qu'il y ait les observateurs qui voient ce qui se passe au Rwanda, qui ont un regard neutre et qui font connaître au monde entier l'état de droit, la démocratie, le respect des droits de chacun dans ce pays. L'autre action, l'enseignement qui est tiré, c'est que les lois devraient être respectées une fois qu'elles sont en place. Donc, on a des lois écrites, mais qui ne sont pas respectées. L'autre chose, c'est de développer les mécanismes qui permettent au peuple de choisir les dirigeants parmi les propositions faites par des formations politiques. Une fois que les dirigeants sont là pour représenter le peuple, ils vont veiller à ce que l'histoire de chacun, l'histoire du pays, les droits de chacun, la propriété de chaque personne soient respectés parce qu'ils sont choisis par les personnes une fois qu'ils sont reconnus capables de garantir leurs droits. La démocratie sociale devrait aussi être promue et la dernière chose, ce serait de lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité pour que les personnes qui sont à la base de la violation des droits des gens soient punies. Pour que les personnes qui sont à la base de la peur, qui paralyse les Rwandais, qui les empêche de réfléchir, qui les empêche de s'adonner à l'activité économique et de jouir des fruits de leur travail, ces gens devraient être punis. Et là, si l'État reste défaillant et si l'État ne s'occupe pas de tous les Rwandais de la même façon, c'est l'impunité qui va continuer et c'est la peur qui va continuer à régir la vie des Rwandais au jour le jour. Là, je vais vers la conclusion et pour conclure, je demanderai aux Rwandais de savoir que les droits s'arrachent. Les Rwandais donc doivent se lever et défendre leurs droits et ceux de leur descendance. Là, Nelson Mandela l'a bien dit, les droits s'arrachent, personne ne va accorder sur un plateau les droits au peuple. Le peuple devrait se lever pour défendre ses droits. C'est toujours l'oppresseur non opprimé qui détermine la forme de lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, utilise les techniques de manipulation et de désinformation, l'opprimé n'a pas d'autre choix que de répondre par les moyens qui lui permettent d'arracher ses droits, qui lui permettent de connaître la vérité et de la transmettre à sa descendance. Et là, si tous les Rwandais se lèvent pour arracher leurs droits, pour les défendre, ce sera une voie utile pour une compréhension consensuelle de l'histoire du Rwanda, une compréhension qui ne va pas privilégier un côté au détriment d'un autre, qui ne va pas privilégier l'histoire d'une partie de la communauté au détriment d'une autre partie de la nation rwandaise. Et c'est là où je termine. Je voudrais dire merci aux personnes qui m'ont invité et aux Rwandais qui ont suivi mon exposé. Encore une fois, rappelons-nous que grâce au référendum, la féodalité, le régime monarchique ont été abolis. Même si le pouvoir actuel
viole les droits de la personne humaine avec des violations graves. Il y a certaines pratiques qui ont été éradiquées une fois pour toutes, car il n'y en a plus au Rwanda. Les gens qui sont massacrés ne sont pas castrés pour que les dépouilles ornent le tambour royal. Même s'il y a la violation de l'État, du droit de propriété, les pratiques Zokunyaga ne sont pas consacrées comme telles dans les textes légaux. Ceux qui le savent qu'ils violent les lois et que d'un moment à un autre, ils pourront être rattrapés par la force de la loi. Je vous remercie. Pour clore ces exposés, je vous épargne une synthèse de ce qui a été dit, de peur de transformer ou d'édulcorer les propos des uns et des autres. Je voudrais seulement faire remarquer que l'acquis majeur du référendum du 25 septembre 1961 est encore là, la République rwandaise. Si on peut douter des qualificatifs qui lui sont attribués, indépendante, souveraine, démocratique, sociale, et qu'on puisse aussi dire que le principe socle d'une république, à savoir le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, n'est qu'apparente, on ne peut pas nier que la République rwandaise existe, du moins pour le moment. Il nous revient alors, à nous toutes, à nous tous, les filles et les fils de ce beau pays qu'est le Rwanda, de sauvegarder la République rwandaise et surtout de rendre fortes les institutions qui la portent. Ceci ne peut se faire qu'en séparant dans la réalité et dans les faits les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Un grand merci à Célestin et à Edison pour leur brillant exposé. Merci à toutes, à tous ceux qui ont suivi ce débat, ces exposés. Et je dis, vive la République rwandaise. Pour finir, je voudrais vous dire tout simplement que ces débats ont été faits à l'initiative du Cercle des Républicains. Et si vous voulez vous joindre à nous, prenez contact avec M. Apollinaire Sindaigaya et avec moi-même, Charles Bakunda Kwit. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Twese mu muryango z'ubu ryaryo utagira inabi